Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui de corriger le troisième problème du cahier de vacances où il s'agissait d'étudier ici le microscope électronique à balayage où en fait les photons sont remplacés par des électrons, hein, d'accord, pour transporter l'information. Alors il s'agissait ici d'un sujet de concours blanc articulé en trois parties. La première partie, il s'agissait d'étudier le canon à électrons ici, hein, d'accord, où on va accélérer ces électrons par une différence de potentiel. L'étude d'une lentille magnétique ainsi que de la zone de déflexion magnétique. Zone de déflexion magnétique qui va permettre de dévier ici la trajectoire des électrons. La lentille magnétique permettant de focaliser ici le faisceau d'électrons à l'image d'une lentille mince convergente qui focalise ici un faisceau lumineux. Alors, on y va. Première partie, l'étude du canon à électrons. Donc, vous voyez, il s'agissait bien d'un sujet de concours blanc, de concours blanc numéro 2. L'étude du canon à électrons, donc on vous propose un modèle très simple dans un premier temps, à savoir un canon à électrons constitué de deux armatures planes, parallèles, distantes de 1 cm et séparées par du vide quasi parfait. C'est-à-dire qu'on pourra négliger ici les frottements fluides, ici exercés par le milieu sur l'électron. Alors, on impose une tension positive entre les deux armatures. C'est-à-dire qu'on impose une tension U, U égale V2 moins V1, qui est positive. D'accord, représentée sur le schéma ici. Donc la flèche de tension ici est dirigée vers la plaque numéro 2, de potentiel V2. C'est-à-dire que le potentiel ici de l'armature 2 est bien supérieur au potentiel de l'armature 1. D'accord. Voilà. Donc on flèche la tension U correspondante ici à la donnée de l'énoncé. Et on vous demande sur quelle armature les électrons doivent-ils être émis, sachant que leur vitesse initiale est nulle, tout en justifiant. Alors ça c'est lié ici finalement à la force électrique. Donc il faut placer la force électrique, mais pour placer cette force électrique, F égale QE, il faut également placer le champ électrique. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez placé votre flèche de tension, d'accord, vous avez le sens des potentiels croissants et le sens des potentiels décroissants. C'est-à-dire que le potentiel V2 étant supérieur au potentiel V1, vous savez également que le champ électrique E est toujours dirigé dans le sens des potentiels décroissants. C'est-à-dire que le champ électrique E sera dirigé vers, ici, l'armature 1. Une fois que vous avez placé le champ électrique E, d'accord, vous vous rappelez l'expression de la force électrique, la composante électrique de la force de Lorentz, F égale QE, avec Q égale à moins E. N'oubliez pas ici, le système étudié est un électron de charge Q égale à moins E. Et dans ce cas, avec un champ électrique E vertical descendant, dans cette configuration-là, la force électrique sera donc verticale ascendante. Il faudra donc placer l'électron initialement au repos, d'accord, sur l'armature 1. D'accord. Voilà. Voilà pour la première question. La deuxième question, on vous demande d'exprimer ici la dépendance spatiale du potentiel électrique, sachant que voilà, le potentiel électrique entre ces deux armatures, vous voyez, une et deux, est solution d'une équation différentielle qu'on appelle l'équation de Poisson, ici à une dimension. Donc on suppose un axe au z vertical, tel que la dérivée seconde du potentiel par rapport à z est égale à 0. C'est l'équation de Poisson à une dimension en repérage cartésien. Et on vous demande l'expression du potentiel V de Z. Ben là, voilà, vous allez intégrer cette équation différentielle, d'accord, qui est d'ordre 2, par rapport à Z, compte tenu des conditions limites. Ouais, compte tenu des conditions limites, on va supposer que Z égale à 0 correspond ici à l'altitude de l'armature 1, et Z égale à D correspond à l'altitude de l'armature numéro 2. D'accord, c'est implicite, je ne l'ai pas mis sur le schéma, mais on le verra dans les conditions limites. Donc évidemment, quand vous allez intégrer cette équation de Poisson, vous obtenez une fonction qui est affine en AZ plus B. A et B, ce sont les deux constantes d'intégration que l'on va déterminer grâce aux deux conditions limites. Oui, la dépendance n'est pas temporelle, elle est spatiale, donc attention, pensez bien à vos conditions limites. Donc on traduit le fait, voilà, par rapport au schéma, que le potentiel électrique en Z égale à 0, c'est celui de l'armature 1, d'accord, V1. Or le potentiel en 0, ça fait A fois 0 plus B, ça fait B, B égale V1. Donc on a déterminé la constante d'intégration B. On fait de même en Z égale à D. Le potentiel électrique en Z égale à D, c'est le potentiel électrique de l'armature 2 noté V2, tel que V2 égale AD plus B. On en déduit donc A, on cherche A. A égale à quoi? Sachant que B égale V1, ça sera V2 moins V1 sur D. Et V2 moins V1, c'est une différence de potentiel, c'est la tension U qui est positive. Donc A égale U sur D. A est une constante positive.
Donc on a ici l'expression du potentiel électrique, V de Z, dépendance, on retrouve une dépendance affine en Z, U sur D fois Z plus V1. D'accord? Voilà. Potentiel ici s'exprime en volts. On a bien ici une tension U également ici en volts, mètre, mètre et des volts. La relation est bien homogène. Une fois que vous avez l'expression du potentiel électrique, il faut en déduire le champ électrique E. Et on vous dit que voilà, le champ électrique E voilà, est lié à la dérivée spatiale du potentiel, dérivée première, telle que E égale voilà, moins dV sur dz, EZ. Donc il faut dériver le potentiel par rapport à Z, le tout porté selon EZ. Donc là on vous donne cette expression-là. Ça vient du fait que E égale moins gradient de V, V étant le potentiel scalaire. Donc là, à une dimension, selon l'axe Z, le champ électrique E, attention, c'est donné dans l'énoncé, moins la dérivée première du potentiel par rapport à Z, n'oublie pas le vecteur unitaire EZ. D'accord? Voilà. Donc, on n'oublie pas le signe moins, on dérive le potentiel par rapport à Z, il nous reste le terme en U sur D, donc ça fait moins U sur D EZ. Et on retrouve bien ici une expression qui est homogène, et bien des volts par mètre. D'accord? Donc l'expression du champ électrique entre les deux armatures, on retrouve bien, si on porte un axe Z vertical ascendant, un champ électrique qui sera vertical descendant. D'accord? Voilà. Donc là, une fois qu'on a l'expression du champ électrique E et du potentiel V de Z, on va d'abord se placer dans le cadre de la mécanique classique. Et on vous demande voilà, d'exprimer la vitesse V, d'accord, atteinte par les électrons lorsqu'ils vont atteindre l'armature opposée en fonction de U, E et M. Donc c'est une question classique, hein, d'accord. La vitesse initiale de l'électron sur l'armature 1 étant négligeable, on demande la vitesse de l'électron lorsqu'il va atteindre l'armature 2, sachant qu'il est accéléré par une tension U ou autrement dit, hein, c'est lié au champ électrique E et la force F. Alors, on vous donne, on va préciser donc étude mécanique classique, le système point matériel, d'accord, l'électron de masse M de charge Q égale à moins E, soumis uniquement, oui, à la composante électrique de la force de Lorentz, F égale moins E grand E, le poids négligeable en norme devant la force électrique, d'accord, négligeable en norme, d'accord, j'ai oublié de noter, négligeable, pardon, simplicite, négligeable en norme, voilà, devant la force électrique. On néglige également les frottements. Hein. L'étude est menée, ici les deux armatures sont séparées par du vide qui est quasiment parfait. L'étude est menée dans le référentiel terrestre supposé qu'il y a. On précise une fois que cette force électrique F égale QE égale moins EE est conservative, c'est-à-dire qu'elle dérive d'une énergie potentielle électrique. Rappelez-vous, il faut la connaître. F égale à QE dérive de EP égale QV. Q égale à moins E. La constante additive près. D'accord? Rappelez-vous ici que l'on prend, dans ce cas, ici j'ai pris comme étant égal à 0. On traduit la conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique est une constante, d'accord? Le système est conservatif, d'accord? Voilà, c'est après application du théorème de l'énergie mécanique. Bon là je passe rapidement. On traduit la conservation de l'énergie mécanique entre les deux armatures. 1 du mv carré plus énergie potentielle qui est égale à QV est une constante. Donc on a initialement une vitesse nulle, un potentiel V1 sur l'armature 1, donc une énergie potentielle électrique égale moins EV1, égale 1 demi de mv carré moins EV2. On en déduit V, la vitesse de l'électron lorsqu'il atteint l'armature numéro 2, V égale racine de 2EU sur M, classique. L'application numérique nous donne ici un résultat voilà, de 1,88 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. D'accord? On est bien ici supérieur à 1 dixième de la célérité, donc un traitement relativiste s'impose. D'accord? Donc il fallait commenter le résultat obtenu, sachant qu'on voilà, a accéléré ici l'électron avec voilà, une tension, je vérifie, de 100 000 volts. D'accord? On a quand même 100 000 volts. Donc ici, vu la masse de l'électron, hein, masse qui est très faible, on obtient une vitesse qui est très élevée avec 100 000 volts. Bon. Traitement relativiste, on vous demande dans une quatrième question de calculer la longueur d'onde de De Broglie associée aux électrons. Donc c'est l'aspect ondulatoire de la matière. Hypothèse de De Broglie, lambda dB égale H sur P, H sur MV, masse fois vitesse dans le cas non relativiste. Donc c'est l'aspect ici, vous pouvez marquer, je ne l'ai pas noté, c'est longueur d'onde de l'onde de matière associée aux électrons. Oui, donc j'ai mis un commentaire, hein, vous pouvez le noter également, hein, d'accord, pour rappeler ici l'aspect ondulatoire de la matière. L'application numérique nous donne 3,87 fois 10 puissance moins 12 mètres. Bon. Ensuite, donc, compte tenu du résultat de la question numéro 3, hein, du traitement relativiste ici de cette étude, là on envisage ensuite une approche relativiste du mouvement des électrons. Et là on vous rappelle les expressions de l'énergie cinétique en gamma moins mc carré, du vecteur quantité de mouvement, P égale gamma mv, le facteur de Lorentz gamma,
1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré. Et dans un premier temps, on vous demande d'exprimer gamma. En fait, d'exprimer gamma, d'accord, en fonction de E, U, M, C, puis en déduire lambda dB. D'accord. Donc là, il faut exprimer gamma. Bah, ça, c'est quelque chose de classique. Enfin, classique. Ce qu'on fait souvent ici en mécanique relativiste. Donc, on va exprimer gamma en fonction des données, en fait. Hein. C'est-à-dire que la donnée, c'est quoi? C'est la tension accélératrice. Et le reste est constant. Hein. La charge, la masse, l'électron étant constante, C étant une constante, ici, la célérité de la lumière dans le vide. Voilà, donc on exprime gamma en fonction de la tension U accélératrice. Alors comment voir la relation entre gamma et U? Une nouvelle fois, vous partez de cette équation-là. Vous allez traduire, vous voyez, la conservation de l'énergie mécanique entre les deux armatures. C'est-à-dire que là, vous allez avoir, là c'est l'énergie cinétique classique. Bah, ça, vous le remplacez par gamma moins mc carré. Ça, c'est gamma moins mc carré. Le moins EV2, vous le passez à gauche. Ça fait plus EV2. Plus E, V2 moins V1. V2 moins V1, ça fait U. Ça fait E fois U. Tout le monde a suivi. Vous remplacez, donc là, vous faites une approche relativiste de la conservation de l'énergie mécanique. Là, vous allez avoir remplacé ça par gamma moins mc carré. Voilà, énergie cinétique relativiste. Ce terme-là, à droite, vous faites passer à gauche. Ça fait E, V2 moins V1. Ça fait EU. D'où l'expression de gamma en fonction de U, où U, voilà, c'est vraiment le paramètre expérimental, c'est la tension accélératrice. Ensuite, expression de lambda dB, d'accord, on va exprimer lambda dB notamment en fonction de gamma. Alors, voilà, donc lambda dB c'est H sur P, donc H sur gamma MV, d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va exprimer la vitesse V, d'accord. V, on va extraire la vitesse V du facteur de Lorentz, puisque 1 moins v carré sur c carré, c'est 1 sur gamma carré. On isole v, c fois la racine de tout ça. Lambda dB égale h sur gamma mc. Ouais, donc c'est h sur gamma m v, mais v c'est c racine de tout ça. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Je fais rentrer le gamma sous la racine, pour avoir racine de gamma carré moins 1. Parce qu'on vous demande l'expression de lambda dB, attention, en fonction de h, m, c, gamma. h, m, c, gamma. D'accord, pour la question numéro 5. D'accord. Et ensuite, on effectue les applications numériques. Hein, on connaît U, d'accord, 10 puissance 5 volts, donc on aura expression de la valeur de gamma. Une fois qu'on a gamma, on aura lambda dB. D'accord. Et il faudra commenter ici hein, sur la précision du modèle relativiste par rapport au modèle classique. Voilà. Donc ça, ensuite, c'est la 6e question. 6e question, application numérique, un gamma de 1,19 et une longueur d'onde de De Broglie lambda dB de 376 puissance moins 12 mètres. Donc vous voyez par rapport à la question précédente, bon, on a un gain qui est relativement faible, 0,11 distance moins 12 mètres. Voilà, par contre, voilà, donc c'est un gain très faible. Par contre, l'avantage du microscope électronique par rapport au microscope optique, la précision sera meilleure d'un point de vue précision ici lié aux détails liés à l'observation, d'accord. Et surtout, il n'y aura pas l'influence de la diffraction. Une diffraction qui va limiter la précision ici d'un microscope classique, d'un microscope optique. D'accord. Voilà. Donc première partie, l'étude du canon à électrons, question classique, avec, vous voyez, des calculs de vitesse par conservation de l'énergie mécanique. On retrouve l'énergie potentielle électrique, hein, EP égale à QV, parce que dans cette zone du canon à électrons ne règne qu'un champ électrique, E, via la tension U accélératrice que l'on impose. Bon, deuxième étude, étude du déflecteur magnétique. Là, on vous dit, voilà, tout de suite dans l'énoncé, on se passe dans un cas très simple, dans celui de concours blanc, où la vitesse initiale, ici, est perpendiculaire au champ B, uniforme stationnaire. Donc là, on disait même, vous voyez, partie B, on admet, vous voyez, là, vous voyez, le champ magnétique uniforme stationnaire, d'accord, dans cette partie B, perpendiculaire au vecteur vitesse initiale de 0, et on vous rappelait même que la trajectoire électron est circulaire. Donc là, surtout pas de changement de verbe complexe, surtout pas de méthode calculateur. Là, vous admettez, et cette trajectoire circulaire, et vous posez le PFD, hein, ici, pour avoir l'expression du rayon R de la trajectoire, ce qu'on va vous demander. D'ailleurs, c'est la question numéro 10. Oui, question numéro 10, expression du rayon R du cercle. Ça, il faudra projeter le PFD selon ER. D'accord. Voilà, 4 questions très simples, vous voyez, qui permettaient d'avoir des points sur celui de concours blanc, très proche du cours, dans la mesure où on admettait que la trajectoire était circulaire, d'accord, dans la mesure où le vecteur vitesse initiale était perpendiculaire au champ B. Le système est toujours le même. La seule force en présence, c'est la composante magnétique de la force de Lorentz, la force magnétique, en QV vectoriel B. Le poids est bien négligeable en norme devant la force magnétique, les frottements sont toujours négligeables,
d'accord, dans une zone de déviation magnétique. Pour montrer que le mouvement est uniforme, cette information on peut le retrouver, hein. On peut retrouver le fait que la norme du vecteur vitesse est constante par projection du PFD selon Eθ. Là, ça vient avant le PFD, donc on peut le montrer par un autre moyen en utilisant le théorème de la puissance cinétique. Ouais. Ça, je l'avais fait en cours. Donc avant même de poser le PFD, on peut montrer que le mouvement est uniforme, puisque la force magnétique ne travaille pas. En effet, quand on calcule la puissance de la force magnétique, c'est la force, QV vectoriel B, scalaire pour du scalaire de vitesse. Et là, entre parenthèses, vous avez un troisième vecteur qui est perpendiculaire à la fois V et AB. Et quand vous effectuez le produit scalaire entre ce vecteur-là et vecteur vitesse V instantané, on obtient le scalaire 0. C'est-à-dire qu'au cours du temps, l'énergie cinétique elle est constante. C'est-à-dire que la norme du vecteur vitesse est constante. Mouvement uniforme. Ça, on l'avait fait en cours. D'accord. Voilà, ça évite de poser un PFD, parce que le PFD, on va le poser juste après. D'accord. La question numéro 10. Question numéro 9. Il faut tracer l'allure de la trajectoire en faisant apparaître les vecteurs B et V0. Voilà, donc on y va. Je fais apparaître ici le centre C du cercle, la trajectoire gamma circulaire de centre C de rayon R. Donc j'ai même pas mis rayon R, c'est vrai que je peux le préciser ici. Voilà, comme ceci. Donc j'ai une vitesse initiale V0, je flèche ma trajectoire gamma. La force magnétique ici, voilà, dirigée vers le centre du cercle. Je vérifie bien que la vitesse initiale est bien perpendiculaire au champ B. Et on a bien un trièdre direct, hein. D'accord. Ici, directement, le trièdre direct, FM, attention QV. QV, c'est moins EV0. Donc attention, moins EV0. Donc ce vecteur-là, vectoriel B, est bien trièdre direct via les trois doigts de la main droite. D'accord. Voilà. Question numéro 10, le rayon du cercle, classique, vous voyez là, c'était vraiment très rapide, mouvement circulaire uniforme de rayon R, la vitesse est purement orthoradiale, l'accélération est purement radiale, ouais, là comme il est uniforme, j'ai montré juste avant que le mouvement est uniforme, là j'ai pas de composante orthoradiale, d'accord, donc directement ici, voilà, je pose le PFD selon ER, et j'obtiens l'expression du rayon R, MV sur EB, d'accord, tout simplement, voilà. Bon. Que devient cette expression dans le cas d'une particule relativiste? Parce que pour l'instant, je n'ai pas pris ici l'expression relativiste. Donc là, dans le cas d'une particule relativiste, avec un mouvement uniforme, donc la norme de vitesse constante, on va réécrire le PFD. C'est-à-dire que là, quand j'écris m fois l'accélération, bah dans m fois accélération, le vecteur quantique mouvement en p égale mv devient p égale gamma mv. Voilà. Donc particule relativiste. Donc là, je repars de dp sur dt, la dérivée temporelle du vecteur quantique mouvement. Je sors le gamma m, dv sur dt. Donc en fait, directement, il y a un gamma qui va apparaître dans mes équations, tel que la force magnétique égale gamma m pour l'accélération. Donc R égale gamma mv sur EB. Voilà. Voilà pour ces deux premières parties, relativement simples et proches du cours. La partie C était plus délicate. Elle faisait la différence sur ce sujet de concours blanc. Il s'agissait d'étudier la lentille magnétique, hein, ici, qui permettait de focaliser le faisceau d'électrons. Alors dans l'énoncé, il y a plusieurs points délicats sur lesquels je voudrais revenir avec vous. Déjà, le point M, vous voyez, est repéré par ses coordonnées cylindriques, Rθz. Bon, après on vous dit, voilà, le champ magnétique est créé par un bobinage. Là, voilà, tout de suite, quand on vous donne ça, bon, là, il faut voir que le champ magnétique reste stationnaire, donc indépendant du temps. Par contre, il est non uniforme. Vous voyez, non uniforme dans la mesure où là, on a deux composantes du champ B, une composante selon R, une composante selon ER, une composante selon EZ. Un champ B non uniforme, donc qui dépend des variables R et Z. D'accord. Ensuite, on vous donne les lignes de champ magnétique qui apparaissent. D'accord. Voilà. Ça, on verra ensemble en fin d'année. D'accord. Fin mai, début juin, au niveau de l'induction. L'axe OZ. On vous donne la vitesse initiale ici V0 selon Z, voilà, et on vous demande ensuite de retrouver les équations du mouvement, montrer qu'à l'intérieur de la bobine, les équations de mouvement de l'électron peuvent s'écrire, voilà. Alors ça, il y a trois équations, bah ça ce sont les projections du PFD dans la base cylindrique, d'accord, donc il faut retrouver ça. Donc retrouver ça, il faut reprendre l'expression de l'accélération en repérage cylindrique, donc vecteur position, toujours repartir de ça. RER plus Z de Z, n'oubliez pas le Z de Z en cylindrique, d'accord. La vitesse instantanée, donc R.ER, plus Rθ.θ, plus Z.EZ. L'accélération, on aura, bon, vous connaissez, hein, R.ER, d'accord, plus R.θ.θ,
plus r.θ plus rθ.θ moins rθ.er plus z.ez. D'accord? On regroupe les composantes radiales, orthoradiales. Voilà, ok. Maintenant, il faut exprimer. Donc, une fois que j'ai exprimé l'accélération, le PFD me dit que masse fois accélération égale la force magnétique. Mais il faut également réécrire la force magnétique, puisque le champ B est non uniforme. D'accord? Le champ B, il a deux composantes, selon ER et selon Z, et ces deux composantes dépendent toutes les deux de R et de Z. Donc, l'électron de charge Q égale moins E, donc force magnétique égale moins EV vectoriel B. Donc, moins E, ici, la vitesse, je reprends la vitesse, donc, selon ER, on a R point. Selon le θ, j'ai rθ point. Selon EZ, j'ai Z point. Donc, expression du vecteur vitesse instantanée dans la base cylindrique. Vectorielle, ben, j'ai deux composantes, BR selon R et BZ selon Z. D'accord? J'effectue le produit vectoriel. D'accord? Pareil, pour obtenir cette première ligne-là, je vous rappelle qu'il faut barrer ceci et calculer, tac, directement. On aura rθ point BZ, d'accord, fois moins E. Attention, n'oublie pas moins E. Donc, moins E rθ.bz moins z.0. Donc moins e rθ.bz. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, je répète. Dans le système de repérage cylindrique, j'ai l'accélération, j'ai la force magnétique. Je peux donc réécrire le PFD. Masse fois accélération égale force magnétique. Donc accélération égale directement tout ça divisé par m. Voilà. Et l'accélération, voilà. Je précise que la composante radiale, c'est r point moins rθ point carré. Composante orthoradiale 2r.θ plus rθ. Et selon z, z point. Égal à tout ceci. Et bien on y est presque. Il y a juste un terme qui dérange, c'est ce terme-là, qui n'apparaît pas. Parce que le premier terme, ça c'est la dérivée seconde de r par rapport au temps, moins r fois le carré de la dérivée première de θ par rapport au temps. Ce terme-là n'apparaît pas explicitement. En fait, on vous donne 1 sur r, vous voyez, selon Eθ, on vous donne ça. 1 sur r, dérivée temporelle, r carré, θ point. Bah ça c'est quoi? Bah en fait, je reprends ce terme-là, 1 sur r, dérivée temporelle de r carré, θ point. Bah je dérive un produit. En effet, on va d'abord dériver par rapport au temps r carré. C'est dérive par rapport au temps r carré. R dépend du temps. On sort le 2, d'accord? On aura du n, u' et moins 1. Donc ça fait 2 r point r. D'accord? Divisé par r. Donc ça fait 2r point θ point. Voici le premier terme. Et ensuite j'aurai du r carré sur r. Ça fait r. Dérivé par rapport au temps θ point. θ point point. Donc là on aura bien du r carré sur r. θ point point. R. θ point point. Deuxième terme. Donc je réécris en fait. Ici, l'accélération orthoradiale. Ça, bah ça c'est 1 sur r dérivé par rapport au temps de r carré θ point. Bien voir ça comme un produit de deux termes. D'accord? Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que l'on vous donne dans l'énoncé? Bon, on vous donne une indication pour pouvoir aboutir, pour résoudre le système. Donc là, on veut ici, voilà, on vous donne l'équation. C'est-à-dire que là, pour la fonction r de z, on vous dit que voilà, la dérivée seconde de r par rapport à z, la dérivée seconde de r par rapport à z, c'est environ égal. D'accord? Solution approchée à moins e carré, 4m carré, v0 carré, vitesse initiale, r0 fois bz carré. Alors évidemment, R0, on vous le donnait dans l'énoncé juste avant. Ouais, voilà, pardon, non, juste en dessous. R0, c'est à l'heure de R, à l'entrée et la sortie de la lentille. D'accord? Voilà. En admettant que la dérivée de R par rapport à Z, en Z égale moins Z0, soit environ égale à moins R0 sur O à bar, vous voyez une grandeur algébrique, et la dérivée de R par rapport à Z, en Z égale à Z0, égale moins R0 sur O à prime bar. Déduire de l'équation précédente de ceci que les grandeurs algébriques O à bar et O à prime bar sont liées par relation de conjugaison d'une lentille mince. C'est-à-dire que là, on va retrouver l'analogue magnétique d'une relation de conjugaison optique, puisqu'il faudra déterminer sa distance focale image en fonction des caractéristiques masse, charge, vitesse initiale de l'électron, très important, et d'une intégrale qu'on ne cherchera pas à calculer, intégrale de bz carré des z entre moins z0 et z0. Donc vous voyez là une indication. Donc dans cette intégrale, voilà, il va apparaître une intégration entre moins z0 et z0. Bah, ça, on va l'utiliser, puisqu'en fait, on va intégrer cette expression-là. Vous voyez, bah, ça vient de là. C'est-à-dire qu'on va intégrer cette équation précédente entre moins z0 et plus z0. D'accord? Et on va y aboutir naturellement. Donc on vous donne ceci.
d'accord, solution approchée. On intègre cette équation précédente entre moins z0 et plus z0 par rapport à z, ici, et ici on ne lui pas d'intégrer par rapport à z. Donc ça c'est le membre de gauche. Le membre de droite, je sors tout ce qui est constant de l'intégrale, tout ce qui ne dépend pas de z, pardon. Seul bz carré dépend de z, et ça c'est l'intégrale i. D'accord? Ça c'est l'intégrale i. Donc ça c'est constant. D'accord? Constante fois l'intégrale i. Vous voyez dans le membre de droite. Par contre à gauche, vous voyez, j'intègre par rapport à z la dérivée seconde de r par rapport à z, entre moins z0 et z. Alors qu'est-ce que j'aurai? Je vais redescendre d'un niveau, je vais avoir la dérivée première de r par rapport à z en z0, moins la dérivée première de r par rapport à z en moins z0. Dérivée de r par rapport à z en z0, bande supérieure, moins la dérivée de r par rapport à z en moins z0. D'accord? Égale tout ça. Sans vous dire dans l'énoncé, ça, ce terme-là, en z égale z0, ça c'est quoi? C'est moins R0 sur OA'. Ce terme-là, c'est moins R0 sur OA'. Moins plus R0 sur OA'. OA bar, pardon. C'est moi qui lui mets du stylo, ça c'est un OA bar. Attention, OA bar qui est là. D'accord, il n'y a pas de... Donc c'est moins R0 sur ici OA' bar pour le premier terme. Moins, donc ça fait plus R0 sur OA bar. Égale moins E carré sur 4m carré V0 carré R0i. Je simplifie le nombre d'équations par R0. Et on retrouve, en multipliant par moins 1, les deux membres de l'équation, 1 sur A' bar, moins 1 sur A bar, égale E carré sur 4m carré V0 carré fois I. Et là, voilà, on retrouve l'analogue magnétique d'une relation de conjugaison optique. Relation de conjugaison ici avec origine au centre optique O. D'accord? Voilà. Où il apparaît, vous voyez, ça c'est 1 sur A' bar moins 1 sur A bar égale 1 sur F', donc 1 sur OF' bar, distance focale image. La distance focale image c'est l'inverse du membre de droite. La distance focale image qui est égale à 4m carré V0 carré, E carré sur I. Donc il apparaît les caractéristiques principales de l'électron en mouvement dans cette zone, donc la masse, la charge, la vitesse initiale et l'intégrale I. Alors l'intégrale I qu'on ne pas chercher à calculer, donc j'écris en tout petit, l'intégrale I c'est l'intégrale entre moins z0 plus z0 de bz carré dz. D'accord? Et vous voyez que cette distance focale image, vous voyez, qui caractérise la focalisation magnétique, elle dépend du champ B, vous voyez, dans cette intégrale. D'accord? Donc le champ B est généré par un courant I qui circule dans les bobines. D'accord? Voilà. Donc ça c'était la dernière question, hein. La tension accélératrice étant fixée, d'accord? Sur quels paramètres peut-on agir pour influencer sur la distance focale image? On peut ici agir sur le champ B, c'est-à-dire que le champ B agit directement, donc le courant I agit sur la distance focale image ici de cette lentille magnétique. Voilà pour ce problème numéro 3 sur l'étude d'un microscope électronique à balayage et phénomène de déflexion magnétique. La prochaine vidéo, ce sera un problème sur les forces centrales. Voilà pour moi.